Bonjour à vous à distance. Je vais peut-être demander à notre ami Riga Arvanitis de rester avec moi parce que ma connaissance et ma pratique surtout de la langue anglaise est tellement ridicule que je pense que Niekwa Maté ne comprendrait même pas mes questions. Donc, histoire de la globalisation, on va donc rentrer sur cette question historique puisqu'on ne restera pas sur le contemporain pendant toutes ces 24 heures ici même, organisées depuis Paris mais qui vont tourner dans le monde entier. Didier Nativel, vous qui êtes historien et en particulier historien à Paris-Cité et membre du GRIP, mais aussi historien de cet espace qu'est l'océan Indien, on a d'une certaine manière un peu redécouvert l'océan Indien comme lieu de la mondialisation, mais d'une mondialisation bien plus ancienne que celle qu'on pensait avoir lieu, puisque effectivement aujourd'hui, aussi bien dans la littérature anglo-saxonne que dans la littérature d'Extrême-Orient et aussi dans la littérature africaine et dans les capacités justement des historiens de l'Afrique à réfléchir à cette question-là, c'est un espace qui n'a jamais été abandonné, qui est un espace qui a été entièrement parcouru en tous sens, aussi bien par des marchands arabes, par des missionnaires chrétiens, par des Chinois qui ont tenté la traversée de l'océan Indien jusqu'aux côtes est de l'Afrique, et que cet espace-là est un espace, pourrait-on dire, presque emblématique d'un espace mondialisé avant l'heure de la mondialisation. Oui, effectivement. Alors moi, je suis pas spécialiste directement de périodes anciennes. Je travaille plutôt sur le 19e et 20e siècle. Oui, mais bien que pas spécialiste, vous connaissez bien cette histoire quand même. Oui, tout à fait. On peut, par exemple, faire référence à des travaux. Je pense au travail de Philippe Bogeard, qui au départ est un anthropologue, qui travaille sur Madagascar et qui, en fait, en travaillant sur un peuple malgache qui s'appelle les Tanal, les gens de la forêt, et sur d'autres peuples, s'est aperçu effectivement que ce peuple, par les mythes, par la langue même malgache, par le peuplement, se rattachait à un ailleurs, hein, qui était parfois transformé effectivement par la culture. Et puis de fil en aiguille, il a commencé à s'investir, il a eu des lectures brodéliennes et autres, et c'est devenu un historien de la globalisation, et donc il a produit en 2012, ça a été traduit en 2019, un ouvrage qui s'appelle Les mondes anciens de l'océan Indien, quasiment sur 3 millénaires, et qui nous amenait parfois très très loin de cette île de l'Est de l'Afrique qui était sa base de départ, hein, qui nous amenait en Mésopotamie, en Chine, un peu partout. Mais effectivement, eh bien, c'est un moment, si vous voulez, à partir des années 90, 2000, 2010, où le mot globalisation déjà s'installe dans le quotidien, mais aussi en sciences sociales. Et du point de vue de la recherche, en fait, il met à jour, pour des gens qui travaillent sur la côte est africaine, sur les rives de l'océan Indien, des choses qu'ils savaient déjà plus ou moins, effectivement, mais qui ont été validées. Alors je voudrais aussi insister sur le fait que donc ces chercheurs sont surtout des chercheurs occidentaux. Alors vous avez effectivement des chercheurs indiens, des chercheurs chinois, des chercheurs africains, mais il y a quand même cette idée que cette nouveauté en fait historiographique, donc pensée globale, aller au-delà des frontières qui sont finalement récentes, hein, ces frontières du 19e siècle ou du 20e siècle, eh bien c'est quand même encore un attribut des Nords du point de vue global, ce qui est un petit peu embêtant. Pourtant, cet espace de l'océan Indien, il y a Indien dedans. L'Inde a été le noyau, le foyer des Subaltern Studies. Et donc, à partir de là, effectivement, de cette idée qu'il fallait renverser la table du monde et faire en sorte que ce que l'on croyait être l'éternel de l'histoire du monde et de l'histoire mondialisée était une histoire telle qu'elle avait été écrite par les Occidentaux et en particulier par les Européens. Et on voit bien qu'il y a eu la tentative de professionnaliser l'Europe, par exemple, tel que Chakrabarty a pu l'écrire. Donc c'est bien dans cet espace-là qu'est née alors certes dans un espace qui est matiné d'espace anglo-saxon, parce que la plupart de ces chercheurs ont exercé dans l'espace anglo-saxon, mais néanmoins, c'est bien dans cet espace-là qu'est née cette idée que cette mondialisation, telle qu'elle avait été décrite par les Européens, devait être remise en cause
est renversé d'une certaine manière, Didier Nativel. Oui, oui, c'est juste, hein, et ça veut dire aussi en fait, et ça a été dit tout à l'heure, même si j'ai pas assisté à tout le panel, que effectivement des outils pensés au nord. Donc là, on peut penser à des outils conceptuels, par exemple, hein, des méthodes, sont appropriés, travailler en fait. Je dirais pas forcément totalement in situ, c'est-à-dire que là, c'est aussi un effet de la globalisation, c'est-à-dire les mobilités, Internet, etc. Dans un espace en fait qui n'est pas seulement un espace sud ou nord, hein, qui est un espace intermédiaire, mais effectivement, je pense que ça, le fait d'affirmer le fait qu'il y avait une globalisation avant le XVIe siècle dans l'océan Indien, hein, c'est une thèse très très forte. Alors j'ai un peu vu comment Philippe Bogeard a construit sur une vingtaine d'années son travail, hein. Ça fait plus de 2000 pages, c'est un gros travail. Et en fait, il a ferraillé quand même. Il a ferraillé, par exemple, avec Emmanuel Wallerstein, qui était un brodélien marxiste new-yorkais, et qui, lui, n'en démordait pas hein, sur cette nécessité de démarrer la mondialisation, de réflexion sur la mondialisation, à partir en fait du 16e. Oui, parce qu'effectivement, c'était la grande thèse de Braudel, effectivement, Fernand Braudel, que le capitalisme, c'était le début de la mondialisation, et donc ce 16e siècle, c'est le siècle des marchands, et donc à partir de ce moment-là, on peut faire naître la mondialisation. Mais on imagine bien combien Emmanuel Wallerstein, qui est un héritier de Braudel, a voulu défendre cette thèse jusqu'au bout. Mais néanmoins, on voit bien dans cet espace que cet espace indo-pacifique, comme on dit aujourd'hui, est un espace à redécouvrir, redécouvert et redécouvert par les chercheurs eux-mêmes. Vous parliez, Didier Nativel, je vais donner ensuite la parole à nos autres invités, vous parliez de cette idée que, évidemment, les circulations étaient à l'œuvre. Si on prend l'exemple d'un chercheur comme Hachim Bembe, il est professeur à Johannesburg, il est camerounais d'origine, il a enseigné et il a étudié en France, il est professeur aussi aux États-Unis, donc on voit bien combien aujourd'hui la circulation académique des chercheurs permet justement une vision de la globalisation peut-être différente, une histoire à écrire totalement différente par la mobilité de ces chercheurs. On pourrait là aussi les cartographier, comme on disait dans la première discussion qu'on avait tout à l'heure. Oui, c'est juste, ça a été dit aussi à propos des Indiens, effectivement, qui sont appropriés, Gramsci et plein d'autres, Foucault et qui on veut. Et Bembe, effectivement, c'est un bon représentant, Mamadou Diouf aussi pour le Sénégal, un certain nombre de pencheurs. Absolument, Mamadou Diouf qui enseigne aux États-Unis et qui a fait ses études et sa thèse en France. Voilà, effectivement. Donc en fait, les frontières bougent et des élites africaines ou de l'océan Indien effectivement bougent et participent en fait à ces débats plus massivement. Mais néanmoins, effectivement, je pense qu'il peut y avoir un décalage dans l'enseignement, dans les pratiques, dans les pratiques historiographiques notamment, entre quelques élites qui publient, qui sont audibles et qui sont même, on parlait de Chakrabarti, etc. Enfin, voilà, qui sont des stars mondiales maintenant. Qui sont des stars, voilà, qui sont des stars mondiales, donc qui ont investi. On parlait de world music tout à l'heure, donc effectivement, on a un peu l'équivalent dans le domaine de la pensée et dans différentes disciplines. Néanmoins, je pense qu'il y a un décalage entre cette élite-là, qui est une élite globalisée, et des départements d'histoire, de géographie, d'anthropologie, où c'est pas toujours ça. Alors, je vais pas non plus être misérabiliste, hein, mais je veux dire que là, justement, je crois que c'est un objectif du GRIP aussi, hein, c'était de réfléchir sur comment la science se fait, hein, comment la science se fait. Et on ne sait pas forcément tout. Donc je pense que ça pourrait être intéressant, effectivement, sur l'histoire globale, qui est un bon sujet, d'enquêter sur, effectivement, est-ce qu'il y a une appropriation, dans quel lieu, etc. Et comment ça redéfinit aussi hein, des lieux de savoir, des hiérarchies nationales et locales. Nieko Amaté. Je voulais juste, avant de donner la parole à Nieko Amaté, ajouter que dans les outils conceptuels dont tu parlais précédemment, Didier, il y a cette idée de recréer des archives, de recréer une mémoire. Je me souviens de l'exemple que Christine Jungen, qui était une anthropologue travaillant en Jordanie, avait montré, qu'en fait, une des premières choses qui a permis à la Jordanie de se définir, même en tant qu'État, pas seulement en tant que nation, ça a été de créer les archives nationales. Et je pense la première chose qui a été faite par le Soudan du Sud, ça a été d'inventer des archives dès l'instauration du Soudan du Sud. Et donc, il n'y avait rien.
Et donc, il a fallu inventer, pourrait-on dire, les archives en termes d'archives nationales, puisque les archives étaient à Khartoum et donc n'appartenaient pas au Soudan du Sud. Et les archives sont, d'ailleurs, on a financé au GRIP un projet sur les archives, même pour le développement, sur l'histoire récente du développement. On se rend compte à quel point c'est ces objets qui sont à la fois mondialisés et très locaux finalement, qui font justement cette articulation. Nicolas Maté, je vous donne la parole pour environ une quinzaine de minutes. Il n'est pas là. Ah, alors Nicolas Maté n'est pas là. Alors on peut passer avec Claude Alain. Claude Alain, vous êtes avec nous? Voilà. Oui, voilà. Bonsoir. Nous vous voyons, mais pas, nous vous entendons pas. Est-ce que votre micro fonctionne? Oui, là c'est bon, je crois. Allons-y. Vous nous avez entendu, j'imagine, pour la première partie, qui a évoqué en particulier cette question de l'océan Indien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose et puis peut-être nous présenter votre vision de l'histoire de la globalisation telle que vous l'avez pensée vous-même? Oui, d'ailleurs j'ai rédigé un petit quelque chose par rapport à ça parce que allez-y. J'ai eu le temps de me préparer. Allez-y. Donc oui, j'y vais alors. Oui. Alors bon voilà, je me présente, Claude Alain Lavigné. J'ai fait des études d'histoire qui ont conduit à un DEA sur cinéma et histoire. Parallèlement, je me suis impliqué, et continue de le faire d'ailleurs, dans le domaine de l'art, particulièrement la musique et le cinéma. Et je suis un partenaire de Julien Mallet, qui vient de s'exprimer tout à l'heure. Ce qui m'a amené à présenter à un moment un TESS en politique culturelle et action artistique, option internationale. S'ensuivent alors des activités liées à l'art, la culture, étalées dans le temps. Entre autres, et de manière non exhaustive, il y a eu des écritures, co-réalisation de films, j'en ai fait 5 jusqu'à présent, des montages, organisation de festivals, des encadrements de groupes musicaux, des articles de fond ou de promotion culturelle. Actuellement, je continue d'enseigner en musique et histoire et cinéma et histoire, tout en participant à des activités de recherche. Bon, alors maintenant, le sujet, Madagascar dans la globalisation. Madagascar est une île, comme on le sait, située dans le sud du monde, au sud-est de l'Afrique plus précisément. C'est plus la peine de le dire. Je m'excuse pour le côté un peu répétitif des choses. Notre situation géographique va ainsi d'emblée guider les principes, orienter la méthode adoptée pour parler de Madagascar dans le cadre de la mondialisation. Ainsi, très globalement, le thème suggéré, les changements dans l'histoire de la globalisation vue depuis Madagascar, je reprends l'intitulé exact de ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, cet aspect-là sera vu sous 2 angles complémentaires, induisant en filigrane la dialectique île, qui renvoie à une idée de monde délimité, et le monde global. Ça pourrait aussi être une reprise, peut-être assez maladroite, de l'approche champ contre champ utilisée en cinéma, le champ montrant ce qu'on voit frontalement, le contre-champ un peu l'envers du décor, mais qui permet d'en donner un aperçu d'ensemble. Concrètement, on commence par la connaissance de Madagascar vue du point de vue du monde, en champ, comme on dit tout à l'heure, l'évolution de cette connaissance dans le temps. Ensuite, on abordera un autre aspect qui tendra de répondre aux considérations développées dans la première partie, l'aspect contre-champ en quelque sorte, à partir de l'entendement local, de la perception à la malgache de la globalisation. Ainsi, si on remonte un peu dans le temps et qu'on parle d'histoire ancienne, cela correspond à une conception communément admise qui ordonne cette histoire autour de la Grèce et de Rome, du Proche-Orient dans une moindre mesure. La mondialisation a commencé à Rome, disent encore de nombreux historiens. Même si, entre-temps, le monde a évolué, des travaux ont été faits, de nouvelles approches ont vu le jour,
traçant de nouveaux sillons dans les parcours déjà effectués. Néanmoins, pour le cas présent et pour des raisons d'ordre pratique, de communication, je dirais, je me contenterai de me référer à cette vision, malgré son caractère un peu obsolète et, disons, désuet, excusez-moi, mais cadre de référence oblige. Ainsi, pour en revenir à nos propos, le terme géographie antique désigne la géographie des Grecs et des Romains, seuls à avoir laissé dans l'Antiquité des tentatives systématiques de description du monde. Leur curiosité a bénéficié non seulement des rapports faits par leurs propres découvreurs, les marchands militaires explorateurs, mais également de l'acquis des peuples proches orientaux dont ils étaient devenus les héritiers, les maîtres ou les voisins, comme les Égyptiens, les Phéniciens, les Arabes. Bref, pour ce qui est de l'ampleur des connaissances dans l'Antiquité, on ne pourrait opposer à la géographie gréco-romaine que les Chinois. Et encore, je reprends là ce que Didier Nativiel vient de dire, parce que ce sont des écrits que j'ai publiés chez Philippe Bozard. En tant qu'île, Madagascar ne peut avoir une histoire indépendante de celle de l'océan Indien et de celle des mers en général. L'on en arrive alors à cette mentionnante question, maintes fois formulée: Madagascar a-t-elle été connue dans l'Antiquité? Déjà au départ, on sait bien que la géographie gréco-romaine ne s'intéressait par principe qu'au monde habité, montrant ainsi son incapacité à parler de toute autre contrée. Ça ne veut pas dire pour autant non plus que ce n'est pas parce que les Grecs et les Romains n'en ont pas parlé que Madagascar a été inhabité dans l'Antiquité. Ainsi, selon ce qu'on sait actuellement, on peut dire que Madagascar se rattache difficilement au reste du monde pour cette période antérieure, période dont il convient dans l'espace afro-asiatique de fixer l'aboutissement à la naissance de l'islam et à la conquête arabe, soit au premier tiers du 7e siècle. Mais chronologiquement, c'est plutôt avec le Moyen-Âge occidental que semble coïncider ce qu'on pourrait appeler l'histoire ancienne de Madagascar. Les quelques sources qui parlent de Madagascar évoquent un pays lointain, proche du mythe et souvent assimilé au paradis terrestre. Cela depuis l'Antiquité occidentale jusque dans certains écrits du XVIIIe siècle. Mais même si on n'a de cette période que des données indigentes et contradictoires, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas eu d'ouverture des Malgaches sur la mer. Exemple, en 1240, un persan, Ibn Moussawir, raconte que des morts en provenance de Madagascar se rendaient en Afrique de l'Est jusqu'en Arabie. Autrement, le nord de Madagascar conserva toujours des liens avec les Comores. Dans le nord-est, à Voyemar, en témoignage à cette insertion dans les réseaux océaniques différents, le mobilier funéraire trouvé dans un vaste cimetière évoque des relations avec l'Asie du Sud-Est, voire avec la Chine. Ce qui est évident, c'est que Madagascar, en tant qu'île, est le pays des migrations anciennes par excellence, dont les vagues successives se sont déroulées sur au moins 3 millénaires, et ces phases ont un ancrage historique profond qui explique les conflits que l'on vit encore actuellement. Madagascar reste cette île isolée au milieu d'un océan constamment et intensément fréquenté à travers l'histoire, et cette vie maritime dont parlaient beaucoup les Portugais se trouvait localisée dans des secteurs bien précis du littoral, exemple la côte nord-ouest. À un autre niveau, et en se référant à son évolution historique, on peut dire que Madagascar vit et a vécu le fameux paradoxe des insulaires dont une grande proportion des habitants semble avoir oublié la mer. D'ailleurs, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il n'y a jamais eu de pouvoir à Madagascar qui se soit intéressé à la mer. Les politiques maritimes, entre guillemets, se sont toujours contentés de chercher à tirer profit et à gérer les ressources que la mer peut apporter. Il y a eu surtout des migrations intérieures des habitants, dont parlent beaucoup les traditions orales, pour rechercher les meilleurs espaces ressources
et conquérir des territoires et des terroirs, fondement de l'histoire d'un groupe humain. Beaucoup d'échanges générés par ces mouvements internes forgent la perception du monde chez des gens dont les imbrications entre le milieu naturel et les hommes expliquent les migrations anciennes, le peuplement et l'émergence de nouveaux États. De même, les guerres entre ces États, la quête de survie et la fuite des impôts sont des motifs importants qui expliquent les anciennes migrations. Autrement, la traite des esclaves est aussi un aspect majeur du mouvement migratoire. Très lucrative et pratiquée aussi bien par les Arabes avant l'an 1000 que par les navigateurs européens du 15e au 19e siècle, elle a généré des mouvements migratoires hors de l'île, vers les Mascareignes, le Cap en Afrique du Sud, sans oublier les migrations des Mozambicains et autres CAF. Dans un autre ordre d'idées, les rivalités entre grandes puissances ont modelé les péripéties de l'histoire qui ont fait que Madagascar se soit retrouvé au centre de jeux d'intérêt dont il n'a pas toujours maîtrisé les tenants et aboutissants. Et cela a fini par la colonisation du pays à la fin du 19e. À partir de là, la vision, le perçu et le vécu de la mondialisation se font à travers le prisme français et se mesurent à l'aune de la culture française. Le cinéma, par exemple, qui est un des loisirs les plus prisés et les plus importants dans la grande majorité des régions malgaches, est arrivé à Madagascar un mois après les premières projections des Frères Lumière à Paris. Le cinéma montre des images valorisant la culture française et sert surtout à la propagande coloniale. Mais le cinéma est aussi une fenêtre ouverte sur le monde et permet à diverses catégories sociales de s'ouvrir, de se familiariser avec d'autres cultures. Cela par l'ouverture de salles de projection dans les villes, gérées au début d'une main de fer par l'administration coloniale, en passant par les actions déterminantes de divers milieux chrétiens, jusqu'aux projections itinérantes dans les villages, entreprises par les curés ou des volontaires reconnaissant l'importance sociale du cinéma et qui font de ces séances de véritables moments d'éducation. Au moment de l'indépendance politique obtenue en 60 jusqu'en 1972, malgré une continuité de la prégnance française, les mouvements patriotiques de différents ordres vont influencer le contenu des films, ce qui va conduire à une ouverture à d'autres horizons, d'autres perceptions inconnues jusque-là. Exemple, l'ouverture aux films africains, à d'autres parties du monde, ou encore à d'autres genres filmiques en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir. Cette évolution coïncide aussi avec une nécessité à affirmer les identités entamées depuis les années 60 et qui ira en s'amplifiant jusque dans les années 90. Cela alla de pair avec une mutation progressive des aspirations politiques en lutte pour une affirmation identitaire, surtout en ville. Cette affirmation identitaire n'a en fait jamais quitté la campagne, qui sera une sorte de pendant à un contre-champ comme annoncé au début du présent exposé. Cela autour de l'équation suivante. Comment les ruraux qui ne font que subir la ville et qui évoluent à leur manière vivent la globalisation et selon leur propre point de vue. En effet, la permanence des institutions anciennes et de la civilisation traditionnelle reste l'apanage du monde rural. L'on voit ainsi les communautés villageoises s'organiser face à un pouvoir étatique d'essence étrangère, tout en maintenant leurs coutumes pour préserver la société des agressions administratives. Ces communautés tentent d'apporter des solutions nouvelles au conflit entre une idéologie égalitaire et une structure hiérarchisée qui est importée. Dans ce cadre, par exemple, l'on reconnaît l'importance des recherches faites sur les traditions orales et leur prolongement, les chants traditionnels, la littérature orale, et même si le document écrit reste prioritaire, on ne peut plus aujourd'hui occulter les traditions orales. La multidisciplinarité croissante des sciences encourage dans cette voie.
Cette ouverture a permis de saisir et comprendre l'essence de la perception de la globalisation dans les sociétés traditionnelles. Pour illustration, les textes de certains chants exécutés lors des veillées funèbres sur les hautes terres centrales, dans un genre musical appelé Vakisau, très pratiqué aujourd'hui encore, parlent de trois mondes et de différentes interactions entre ces trois mondes qui définissent en quelque sorte le cosmos. Il y a d'abord le monde des vivants, ensuite celui des morts, et particulièrement les ancêtres morts, qui intercèdent auprès de Zanar, Zanar c'est le créateur, en faveur des vivants, et enfin un autre monde, intermédiaire, qui se trouverait à Andafinirik, littéralement de l'autre côté des mers, qu'on raccourcit en Andaf pour désigner le monde en général qui se trouve au-delà des frontières nationales. Cette ouverture au monde, cependant, est toujours balisée par une notion fondamentale à Madagascar, celle de Tanindrazana, la terre des ancêtres. Le Tanindrazana, un terme très galvaudé, tout en ayant une charge émotionnelle dans le registre du sacré, est un concept qui revêt de multiples sens. Ces différentes significations peuvent prêter à controverse dans l'histoire de Madagascar et créer des polémiques infinies. Entre autres, on a érigé des murs invisibles et immatériels entre les différents territoires hérités des ancêtres et consacrés par les théoriciens des temps modernes. L'ambivalence entre le local, le régional et le national est permanente dans les schémas mentaux des Malgaches concernant le Tandaza. Ainsi, l'affirmation de l'identité culturelle, notion en interaction avec celle de Tandaza, présente une certaine étrangeté. Elle s'annonce avec la fermeté d'un roc, à la définition autosuffisante close. Pourtant, en s'y penchant d'un peu plus près, elle s'avère fuyante, se dérobe par un jeu de localisation à angle variable au gré des circonstances et des référents multiples, à savoir la religion, la langue, les traditions, l'ethnie, la nation, le groupe social, le degré d'instruction, le régime politique, l'idéologie, etc. Nous sommes aujourd'hui entrés dans l'ère du cosmopolitisme. Cosmopolitisme parce que dominent les migrations, les mobilités et les circulations de tous ordres, les flux médiatisés des idées, des œuvres, dans le côtoiement d'une diversité inégale des peuples, d'histoires et d'expressions culturelles. Le terme de cosmopolitisme ne recèle pas de vertu propre, capable de révéler le sens d'un nouvel ordre des choses. Cependant, il donne la mesure de la dynamique du mouvement à partir duquel on peut décrypter les interpénétrations, les antagonismes, les influences, en un mot, les circulations qui sont à l'œuvre dans un champ culturel mondialisé. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup à vous justement de nous avoir montré ce qu'était selon vous la perception à la malgache de cette globalisation. Est-ce que vous voulez réagir, Didier Nativel, à ce qui vient d'être dit à l'instant même et peut-être avec justement ce dialogue qu'on peut instaurer entre ces visions différentes de la globalisation selon l'endroit où on se situe? Vous nous parliez tout à l'heure de ces historiens de l'Ouest, par exemple, qui avaient encore utilisé leurs propres outils pour pouvoir lire la globalisation. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche de Claude Alain? Bon, je pense que ça s'articule parce qu'effectivement, la Claude Alain utilise aussi en fait des savoirs historiques. Je pense qu'il y a de l'archéologie, il y a de l'anthropologie en fait, et on est quand même à peu près un siècle après une professionnalisation des savoirs un peu partout. Et c'est vrai que ce que je voudrais dire, c'est que c'est passé par le moule colonial. Hein, et donc, il a déjà été question, mais il sera peut-être question aussi de comment on décolonise, c'est-à-dire qu'on peut pas juste parler de la globalisation sans parler de la colonisation. Et donc, effectivement, c'est un long travail. Et tout à l'heure, il a été question de l'échelon national. C'est passé par la mise en place, effectivement, d'universités.
de départements, donc souvent avec une reprise en fait d'un enseignement ou de méthode, par exemple pour Madagascar que je connais bien et le Mozambique aussi. Il y a des références à l'ancienne métropole, c'est nécessaire, hein, il y a la langue, il y a les méthodes, etc. Et donc il y a eu tout un lent travail de maturation, je dirais avant même qu'on parle vraiment de globalisation. Vous parliez aussi des archives, donc il y a des enjeux locaux et nationaux, et cette histoire n'est pas finie, c'est-à-dire que et il en est même question dans la circulation des idées. Hein, il a été question tout à l'heure de décolonial. Bon, on parlait du post-colonial, on parlait de Bambé par exemple. Donc je pense que c'est il y a un long temps de maturation de ces questions-là. C'est-à-dire de se défaire de certaines catégories, tout en les utilisant, tout en les utilisant. Tout en les utilisant. Et il y a des vrais enjeux épistémiques autour de ça. Et donc, ma question, mon interrogation, c'est justement, est-ce que l'échelon global, donc c'est aussi une question que je pourrais poser à Claude Alain, c'est nécessaire? C'est ça dont ont besoin les chercheurs à Madagascar notamment? Est-ce qu'on peut s'en passer? Parce qu'en fait, il y a des questions, je dirais, plus triviales qui se posent fréquemment à Madagascar ou dans des pays du Sud. Hein, c'est l'accès au savoir, à l'université, l'accès aux archives, des questions en fait qui reposent sur des legs coloniaux. Je pense par exemple à la question qui commence à un peu être étudiée de qu'est-ce qu'il y a dans les archives des pays africains. Hein, vous parliez tout à l'heure du Soudan, donc là c'est un enjeu interne. Souvent il y a eu un partage en fait au moment de la décolonisation. Ça dépend comment ça s'est fini. Hein, moi je travaille sur le Mozambique, donc il y a eu une guerre. Voilà, donc si on pense à l'Algérie aussi, hein, et donc il faut la question des archives de l'Algérie coloniale c'est une question délicate et difficile parce qu'effectivement beaucoup d'entre elles ont avant même l'indépendance de l'Algérie ont été non pas rapatriées, ont été expatriées pour pouvoir atterrir dans des fonds d'archives français. Effectivement, c'est toujours une question pendante entre la France et l'Algérie que de savoir qui doit avoir les archives originales, qui doit avoir les microfilms de la copie des archives originales, par exemple. Oui, donc ça veut dire qu'en fait, peut-être avant même de penser au global, c'est-à-dire comment saisir un pays comme Madagascar dans une histoire globale, je pense que ça me semble nécessaire, ou n'importe quel pays africain, il y a déjà la question de comment on fait l'histoire nationale, quoi. Avec quoi, avec quels outils, avec quels moyens. Et il me semble que pour un certain nombre de pays africains, cette histoire se fait forcément aussi en passant par les anciennes métropoles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer. Oui, c'est le cas pour le Mozambique sur lequel vous travaillez. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude Alain, de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire de cette difficulté à construire une histoire déjà globalisée, pourrait-on dire, sans passer par l'histoire nationale à écrire ou qui reste encore à écrire, tant les archives sont difficiles à trouver? Mais l'histoire nationale est encore à écrire. Jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y a eu que deux périodes où on a tenté de faire une histoire d'après le point de vue malgache et pas se débarrasser, mais en ne se référant pas aux mêmes sources, aux mêmes méthodes, aux mêmes façons de faire qu'auparavant. Bon, la première période se situerait globalement vers les années 60, période autour de laquelle on avait sorti d'ailleurs un bulletin de liaison au département d'histoire qui s'appelle Hier et aujourd'hui, ou Malsenu en malgache, et qui était vraiment une période bénie pour le département d'histoire, à mon sens. Et il y a eu une deuxième tentative depuis il y a 2 ou 3 années. Il y a eu quelques auteurs qui se sont regroupés autour de feu du père Sylvain Urfer et ils ont adopté d'autres méthodologies et ont posé d'autres problématiques pour ce livre s'intitule Histoire de la construction d'une nation. Construction d'une nation. Donc ça dit tout. Alors pour revenir à la question, mais bien sûr, on ne peut pas se passer de l'histoire de la métropole. On ne peut pas se passer de l'histoire française par définition. Mais bon, ce serait vraiment trop long à développer. Moi, aujourd'hui, ce que je voulais juste dire, c'est tenter de parler d'une histoire
vu du point de vue du malgache. Bien Et sûr. là où je cerne beaucoup le côté imaginaire, j'avais envie de dire tout à l'heure, par exemple, toutes ces considérations depuis les temps anciens, au niveau, même depuis les Grecs, même au 15e, 16e siècle, le français, etc. En fait, tout ça, ça relève aussi beaucoup du fantasme, excusez-moi. Et donc, entre le fantasme et l'arrivée à l'histoire telle que c'est et telle que ça devrait être, effectivement, il y a un pas à faire. Mm. Mais encore une fois, on ne peut pas éviter la globalisation, et j'entends par là passer par la France pour pouvoir écrire une histoire de Madagascar. L'histoire de Madagascar ne peut pas s'écrire par soi-même par autodidacte, je sais pas, Mhm. quelque chose. C'est pas. Et, Didier Nativel, il y a quand même quelque chose de très intéressant dans cet espace géographique et l'espace de l'océan Indien, c'est que il nous fait réfléchir aussi à ces idées des espaces tels qu'ils ont été découpés par les Européens. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut réfléchir à l'idée de globalisation, il faut aussi réfléchir à la façon dont on a découpé le monde. Bon, quelqu'un comme Christian Grattalou, qui est à la fois historien et géographe et qui participe au GRIP, a énormément travaillé sur ces visions renversées, pourrait-on dire, du monde décrit par les Européens. Mais effectivement, est-ce que Madagascar appartient à l'espace africain? On en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il appartient à l'espace indien ou de l'océan Indien? À quoi se rattache un espace géographique comme celui-ci? C'est extrêmement important pour repenser à nouveau frais, pourrait-on dire, la globalisation autrement que comme elle a été pensée auparavant. Oui, tout à fait, mais ça demande effectivement une exploration. Alors avec une collègue, il y a une quinzaine d'années, on a fait un colloque, puis un ouvrage qui s'appelle Madagascar et l'Afrique. Madagascar et l'Afrique, et on s'est aperçu, donc on a travaillé avec des collègues, que la relation de Madagascar, qui est une sorte de mini-continent, à l'Afrique, était en fait à géométrie variable. Parce qu'il y a aussi des identités locales dans ce territoire, comme il y en a en France, comme il y en a partout. Donc, suivant les régions, suivant les contextes, on va plutôt affirmer, c'était même une position géopolitique après l'indépendance de Madagascar, par le président Tirane notamment, on est au carrefour des deux. Voilà, donc on a un rôle à jouer. Voilà, donc c'était une position. Mais il y a aussi une partie des Malgaches qui se rattache plutôt à l'Asie du Sud-Est, à l'Asie, et une autre partie peut-être un peu à l'Afrique, davantage à l'Afrique. Donc en fait, cette idée de position à géométrie variable, elle est tout à fait intéressante. Et je pense que c'est complètement, ça dit quelque chose sur une mémoire longue en fait, et des pratiques. Et de sur la Malgaches nécessité justement de considérer ces globalisations successives comme étant justement à géométrie variable elle-même. Parce que ça permet effectivement de réimaginer des alliances, des oppositions différentes que celles qu'on a écrites, vues du point de vue européen depuis au moins le XVIe siècle. Oui, tout à fait. Et là encore, je pense qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Il faut continuer à explorer ces questions-là. Et avec des collègues, on travaille par exemple sur les marins de l'océan Indien. Et là, on s'aperçoit que Madagascar, c'était à l'époque coloniale, Madagascar devient un lieu un peu central dans un espace régional, c'est-à-dire que c'est la principale colonie française, donc il y a les Comores, Mayotte et il y a la Réunion. Et donc, elle attire des migrations. Donc c'est un lieu, là c'est une vision vraiment géographique de l'histoire. Et les grandes lignes maritimes françaises, donc les messageries maritimes par exemple, qui partent de Marseille, elles vont jusqu'au Pacifique. Et moi, j'étais par exemple tombé dans des archives malgaches sur un dossier d'un marin inscrit maritime Madagascar qui vient de la colonie britannique d'Aden. Il est passé par Djibouti, territoire français. Il y a une petite communauté yéménite au nord de Madagascar, du port de Diego Suarez. Et en fait, il va jusqu'en Indochine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est coincé, du fait de la présence japonaise. Il va travailler dans une usine de tabac, il va épouser une Vietnamienne, ils vont avoir plusieurs enfants, il va être rapatrié à Marseille en 1945 et il va revenir à Madagascar et pas à Aden. Donc en fait c'est une forme de globalisation en quelque sorte qui utilise des canaux, des équipements, des logiques coloniales ou post-coloniales, mais qui sont appropriés par des acteurs.
Riga, Oui, dans le même ordre d'idée, je voulais poser la question à Claude Alain, parce que ça m'a beaucoup impressionné. Je crois, si j'ai bien entendu, j'ai un problème d'oreille, alors voilà. Euh, Là, vous avez dit que finalement, Madagascar, à un certain moment, a oublié qu'elle est une île. Il y a une sorte d'imaginaire malgache, ou je ne sais pas comment le dire parce que je ne connais pas du tout, mais dans lequel l'insularité n'est plus, enfin la mer n'est plus importante, où aucun pouvoir ne s'empare véritablement des possibilités qu'offre justement sa situation d'île. Est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai mal entendu? Oui, non, mais j'ai juste parlé de complexe de l'insulaire, puisque dans l'histoire de Madagascar, disons qu'on ne s'est pas beaucoup, on ne s'est pas suffisamment penché sur les problématiques de la mer, je trouve. Et là aussi, c'est un fait historique, puisque bon, dans l'histoire, il y a eu une ethnie dominante, disons, qui avait voulu coloniser tout Madagascar, mais qui n'est pas arrivé, et qui a juste, quelque part, enfin, les actions de cette ethnie en question, quelque part, avaient profité à la colonisation. Donc, quand je disais on ne s'est pas beaucoup appuyé sur les îles, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas tourné vers la mer, par exemple, je ne sais pas, si on se réfère aux temps anciens, où on va faire des conquêtes ailleurs, je ne sais pas. Non, mais même à Madagascar même, comme ce que font les gens du Nord, quand ils vont aux Comores, comme les Atalotes, les commerçants, vont conquérir quelques contrées dans la région océan Indien. Disons que ça, ce sont des actions tout à fait épisodiques et qui ne sont pas le fruit d'actions concertées, par exemple, qui se posent à partir d'un État, par exemple, parce que c'est la réalité à l'intérieur du pays qui a fait que c'est comme ça, quoi. Et le pays est tellement vaste que on était encore occupé à peupler le pays, à régler les problèmes internes. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup insisté sur cet aspect de migration intérieure et qui sont très déterminantes. Et donc, oui, on ne s'est pas suffisamment occupé de la mer, je trouve. Je crois que c'est juste ça, quoi. Merci, merci à tous les trois, merci à vous Riga Vanitis, merci Didier Nativel, merci Claude Alain, Randria Mengo.